Vous êtes des perroquets, des répondeurs automatiques. Nous vous méprisons. Allez travailler à l'usine de poissons, vous levez à 4 h du matin, on verra s'il y a un sentiment d'appartenance. Un salopard antisémite avec des propos qui sont pour nous absolument insupportables. Peut-être que pour vous, ça n'a pas d'importance qu'un de vos collègues journalistes soit détenu depuis 7 jours de manière illégale dans une prison israélienne sans que vous ayez même un... Bonjour à tous. Cette semaine, le vernis craque au Parti socialiste. Jérôme Guedj attaque frontalement Mélenchon, avec des mots durs et un angle devenu tristement classique. Manuel Bompard ne laisse rien passer. Il lui répond sur BFM et en profite pour remettre Bruno Jeudi à sa place. Un vrai régal. Mélenchon, lui, démonte les éléments de langage pro-israélien sur la flottille, et la réaction de CNews est édifiante. Restez bien jusqu'au bout, 2 vidéos bonus vous attendent. Sarah Saltman et Shannon Seban recadrent Pascal Praud, et c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Installez-vous, on décrypte tout ça ensemble. Si vous aimez les analyses sans filtre, sans langue de bois, argumentées et percutantes, vous êtes clairement au bon endroit. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, c'est gratuit, ça m'aide énormément et surtout, vous ne raterez plus aucune vidéo. Allez, on y va. On attaque fort avec une séquence hallucinante. Au congrès du PS, Jérôme Guedj lâche enfin ce qu'il pense vraiment de Mélenchon. Le vernis craque, les mots sont violents et surtout révélateurs. Un salopard antisémite avec des propos qui sont pour nous absolument insupportables. Alors nous devons avoir cette nuance, nous devons la revendiquer sur la laïcité, je n'ai pas le temps d'en parler, sur la République sociale, sur l'ensemble des territoires perdus de la République. Franchement, je serais hypocrite si je disais que ça me surprend. Depuis le 7 octobre et la dissolution, Jérôme Guedj semble déterminé à abattre la France insoumise. C'est son droit, c'est le jeu politique. Mais ce qui me dérange profondément, c'est la manière dont il le fait, en jouant la carte de la victimisation. Il a lancé une polémique ridicule sur un visuel de carte de la Palestine. Il s'est présenté comme cible d'une prétendue cabale anti-S orchestré par LFI, tout en sachant que les médias raffolent de ce genre de récit. Aujourd'hui, il va plus loin. Il franchit une ligne rouge en traitant Mélenchon d'anti-S. C'est grave, c'est faux et c'est indigne. Je l'ai déjà dit ici, je ne vois aucun acte anti-S à LFI. Si j'en voyais, je serais le premier à le dénoncer. Mais voilà, Guedj a trouvé sa niche médiatique. Comme d'autres, les purgés de LFI. Il reviendra encore et encore avec le même message, servi sur tous les plateaux. Pourquoi se priver? C'est Mélenchon, donc tout est permis. Et d'ailleurs, on lui déroule le tapis rouge. Ce spectacle est à la fois désolant et profondément révélateur. Heureusement, LFI n'a pas laissé passer ça. Manuel Bompard a répondu fermement à Jérôme Guedj sur BFM et a demandé des excuses à Olivier Faure. Écoutez bien, c'est net et sans détour. De Jérôme Guedj, que dites-vous ce matin à Jérôme Guedj? Que dites-vous à Olivier Faure, le premier secrétaire du PS nouvellement réélu? D'abord, vous savez, depuis des mois et des mois, pour toutes les personnes qui se mobilisent, il y en avait encore plusieurs dizaines de milliers de personnes dans la rue hier, en soutien, en solidarité avec la population palestinienne. L'argument infamant et diffamant qui est utilisé contre eux, c'est cette accusation en antisémitisme. J'ai vu que M. Netanyahou traitait désormais la terre entière d'antisémite. Même le pape, l'ancien pape, avait été traité d'antisémite. Donc, je vois bien comment cette qualification particulièrement insultante est utilisée pour réprimer, faire taire l'ensemble des personnes qui expriment leur solidarité avec le peuple palestinien. Pour le reste, je suis effaré que le Parti socialiste n'ait rien de mieux à faire dans son congrès au moment où on est dans une situation internationale extrêmement préoccupante, on en a parlé, au moment où Donald Trump déstabilise le monde entier, au moment où la crise climatique est de plus en plus grave. Je trouve ça effarant que le seul sujet de préoccupation du congrès du Parti socialiste, ce soit le rapport à la France insoumise, donc, qui nous laisse tranquilles, qui débattent un peu du fond, des vrais sujets. Et moi, j'appelle solennellement, au nom de la France insoumise, Olivier Faure, à présenter des excuses publiques à la France insoumise, à l'ensemble de ses militantes et de ses militants qui sont attaqués de manière inacceptable à l'intérieur du Congrès socialiste. Et par là même, qui handicape et qui rend impossible, tout le monde pourra le comprendre, de leur fait, s'ils restent sur cette ligne-là, toute possibilité de travail commun. Enfin, on ne Vous lui parle pas demandez comme ça. d'exclure Jérôme Guedj du mais PS? ça, c'est leurs affaires au Parti socialiste. Moi, j'interpelle le Parti socialiste par la voix de son premier secrétaire et je lui demande si les propos de Jérôme Guedj sont la position officielle du Parti socialiste ou pas. La réponse de Bompard est limpide. Un congrès, c'est censé servir à débattre,
à proposer des idées pour améliorer la vie des gens. Mais là, toute l'aile droite du PS semblait focalisée sur une seule chose, taper sur LFI. Franchement, on se demande ce qu'ils auraient proposé s'ils avaient réussi à renverser Faure. Leur obsession sur une hypothétique future alliance LFI-PS tourne presque à la panique. Sauf que LFI aujourd'hui ne semble plus intéressé par une telle éventualité. Les épisodes des motions de censure ont laissé des traces. Et à force de tirer ainsi dans les pattes, leurs intentions deviennent claires. Une alliance avec les macronistes peut-être? Franchement, ce ne serait même plus une surprise. On enchaîne avec un grand moment de solitude pour Pascal Praud et ses chroniqueurs. Mélenchon leur répond avec une précision chirurgicale. Et franchement, c'est difficile à contester. Entre éléments de langage copié-collé et indignation sur commande, difficile de croire que c'est spontané. Regardez par vous-même, c'est presque gênant. Effrayant, en fait, cette séquence est effrayante, regardez. Vous vous dites, mais comment c'est possible? Les voici tous qui utilisent les mêmes formules. La croisière s'amuse, la croisière nous exaspère. Voici des gens qui font des photos. Madame Rima Hassan vient nous vendre du rouge à lèvres et tous ces propos méprisants. Mais la question qui se pose, ce n'est pas leur mépris, mais c'est pourquoi nous méprisent-ils tous avec les mêmes mots? Qui leur distribue des éléments de langage à ces pauvres cervelles fatiguées? Parce qu'ils ne sont pas capables d'en trouver tout seuls, alors qu'ils sont déjà tellement bien payés. Tous ceux que vous avez entendus parler de croisière ont récité des éléments de langage qui leur ont été distribués. Demandez-vous si c'est seulement l'ambassade d'Israël qui leur a donné ou si c'est pas aussi d'autres. Voilà la vérité. Vous êtes des perroquets, des répondeurs automatiques. Nous vous méprisons. Voilà ce que je veux dire depuis cette tribune à tous ces gens pour avoir parlé comme ça. La croisière, mais vas-y, risque une seule fois ta vie pour tes propres idées et alors on pourra écouter ce que tu racontes. Regardez leur vilaine figure. Souvenez-vous que s'ils vous ont menti ce jour-là, c'est que tout le temps ils sont prêts à vous mentir. Tout le temps, ils sont prêts à vous bourrer le crâne. Tout le temps, ils sont prêts à vous voir baisser les yeux parce qu'ils ne travaillent que pour ça. Qu'est-ce que l'idéologie de la pensée embarquée? Que font ces gens? Ils vous injectent le virus de la soumission. Voilà à quoi ils passent leur temps. Ils ne savent faire que cela. Rappelez-vous d'eux. Rappelez-vous de leur visage et écoutez-moi bien. Ne les croyez plus jamais sur un seul point. Ça rappelle vraiment les discours des années 30. Hein. Ah ouais. Oui, c'est Doriot. C'est Doriot. Pardon de vous le dire, c'est Doriot. Il n'y a aucune. Il y a rien d'hallucinant. Est-ce que je dois modérer ce qui vient d'être dit là? Est-ce que le modérateur... Je ne pense pas. Vous dites... Attendez, ils ont vraiment osé comparer ça aux années 30? Sérieusement? Mélenchon formule une critique argumentée sur l'uniformité médiatique autour de la flottille. Et leur réponse, c'est une analogie historique grotesque. On a tous entendu pendant des jours les mêmes mots, les mêmes phrases, comme si elles avaient été copiées-collées d'une seule source. Et c'était sur tous les médias, ou presque. Qu'on partage ou non son analyse, dire que c'est légitime de s'interroger, c'est le strict minimum. Et traiter tout le monde d'anti-S dès qu'une critique dérange, sans preuve ni nuance, ça dessert la lutte contre cette forme de racisme. Je le dis tous les jours. L'équipage de la flottille, dont faisait partie Rima Hassan, risquait littéralement sa vie pour une cause et des convictions. En parler pendant des jours en des termes dénigrants, rabaissants et moqueurs, ce n'est pas du journalisme, c'était une dérive. Franchement, ce qu'on attend des médias, ce sont des faits, des arguments, pas des approximations à l'emporte-pièce. Et tout ça diffusé à une heure de grande écoute, bien sûr. Pas un mot de l'Arcom, pas un mot de l'Arcom. C'est consternant. Revenons sur Manuel Bompard, qui a littéralement remis tout le plateau de BFM à sa place. Bruno Jeudi en tête. Écoutez bien, c'est précieux. Est-ce que vous savez que vous avez encore aujourd'hui 3 personnes qui sont dans les prisons israéliennes pour le seul tort d'être montés sur un bateau pour aller briguer ce blocus? Vous êtes 3 journalistes ici, vous avez un... Vous pensez vraiment qu'on Attendez, peut mettre madame, sur le même plan l'histoire de ce bateau avec Rima Hassan et d'autres participants? Je vous donne un exemple de l'impunité dont jouit aujourd'hui le gouvernement israélien. Enfin quand même, pardonnez-moi d'avoir une pensée pour eux. Il y a 3 personnes qui sont encore détenues depuis maintenant une semaine. Il y a un de vos confrères journalistes, peut-être vous pourriez avoir un mot de solidarité avec lui. Mais... J'entends pas la presse dire, il y a une personne qui est sur ce bateau pour documenter.
Peut-être vous pourriez appeler à sa libération. Vous trouvez pas que cette réaction est un peu surjouée comparé, je crois que certains des membres de votre mouvement ont dit qu'ils étaient des otages. Vous trouvez pas que c'est un peu surjoué de parler d'otages en parlant des membres de cette flottille par rapport aux vrais otages qui sont détenus à Gaza, les Israéliens à Gaza, ou les otages français qui sont en Iran? Je vous ai parlé de gens qui sont détenus de manière illégale. Ils sont détenus de manière illégale. Peut-être que pour vous, ça n'a pas d'importance qu'un de vos collègues journalistes soit détenu depuis 7 jours de manière illégale dans une prison israélienne sans que vous ayez même un mot pour demander sa libération. Non, mais il y a d'autres moyens de dénoncer le blocus humanitaire que de vouloir aller faire une embarcation avec une embarcation. Et donc ça justifie une arrestation illégale de rentrer dans des eaux territoriales de manière illégale. Parce que qui est rentré dans des eaux territoriales de manière illégale? Ils étaient prévenus qu'il fallait pas rentrer. Non, mais attendez. Enfin, ça, c'est très grave ce que vous êtes en train de dire. Cette arrestation, vous pouvez le vérifier vous-même, elle a eu lieu dans les eaux internationales, monsieur Jeudi. Donc, vous êtes en train de dire que c'est ces gens-là qui ont violé la loi. J'ai pas dit qu'ils n'avaient pas été arrêtés. J'ai dit qu'ils s'apprêtaient à rentrer. Qu'ils s'apprêtaient à rentrer. À rentrer où, monsieur? Ils voulaient aller jusqu'à Gaza. Et depuis quand les eaux au large de Gaza sont des eaux israéliennes, monsieur Jeudi? Non, mais d'accord. Mais où était la violation? Mais vous êtes conscient qu'ils prenaient ce risque-là. Ils étaient. Il y avait une forme de. Évidemment. Et donc ça justifie une arrestation illégale. En tous les cas, ils ont cherché. En tous les cas, ils ont. Non, mais vous ne pouvez pas dire des choses. Le ministre des Affaires étrangères. Et il y a un mot de compassion. Je remarque que vous n'êtes même pas capable d'avoir un mot de compassion pour votre collègue. Je trouve ça extrêmement choquant. En tous les cas, ceux qui ont parlé d'otages ont surjoué l'événement. Monsieur Jeudi, si, ils ont surjoué l'événement. Juste que vous n'êtes pas capable d'avoir un mot de compassion pour un de vos collègues journalistes et je trouve ça extrêmement grave. Franchement, je ne comprends pas pourquoi tout l'écosystème politico-médiatique s'obstine à opposer les membres de la flottille et les otages israéliens à Gaza. Évidemment que la situation des otages est dramatique, qu'il faut leur libération immédiate, c'est une priorité absolue. Mais ça n'empêche pas de reconnaître que les membres de la flottille ont été interceptés en pleine mer dans les eaux internationales, détenus contre leur volonté dans des conditions très discutables, alors qu'ils étaient engagés dans une mission humanitaire. Personnellement, j'aurais plutôt parlé de prisonniers politiques, mais qualifier ces personnes d'otages, dans le contexte qu'on connaît, n'a rien d'absurde, ni de scandaleux. Et parfois, je vous l'avoue, j'ai l'impression de m'inquiéter beaucoup plus pour les otages que leur propre gouvernement. Je dis ça, je dis rien. Et puis, vous avez vu Bruno Jeudi? Il tente de tordre les faits en direct avec un aplomb incroyable. 0 mot pour son collègue journaliste pourtant directement concerné. Il est là pour dérouler des éléments de langage sans jamais lever le moindre doute, sans un mot de recul. On est à des années-lumière du journalisme pour moi. Heureusement que Bompard était là pour le recadrer. Face à la solidité de ses réponses, Jeudi ne pouvait que bafouiller. C'en était presque gênant. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais pour moi, cette séquence révèle beaucoup de choses sur la partialité des médias en ce moment. Jérôme Guedj n'a pas fini de nous étonner. Écoutons ce grand homme de gauche sur l'attaque de l'Iran par Israël. Hallucinant. Condamner ce que fait Israël en ce moment en Iran? Ce qui est condamnable, c'est la volonté de l'Iran de se procurer l'arme nucléaire en disant concomitamment qu'elle en ferait usage contre l'État d'Israël, avec la volonté de le vitrifier, de constituer une menace pour plusieurs pays du Proche et du Moyen-Orient, je pense notamment aussi à l'Arabie Saoudite. C'est ça qui est condamnable. Après, il y a le droit international et il y a la manière avec laquelle cette menace est circonscrite et neutralisée. Israël a estimé, et d'ailleurs les chancelleries occidentales, à commencer par la France, a estimé que c'est une frappe préventive pour se prémunir de ce danger existentiel. Je crois que c'est le cas. Voilà, je crois que c'est le cas. Mais ça va plus loin parce que là, aujourd'hui... Je vais être honnête avec vous. Toute cette histoire avec l'Iran me met vraiment mal à l'aise. Prendre position dans ce conflit donne parfois l'impression, à tort ou à raison, de défendre le régime des mollahs. Je tiens à être clair, et même très clair. Ce régime autoritaire ne devrait plus diriger ce grand pays. Mais la manière dont il doit être renversé doit rester l'affaire du peuple iranien, et non celle d'une puissance étrangère via des bombardements. Le droit international doit rester notre boussole. Surtout quand on se réclame de gauche. Jérôme Guedj a osé dire « Israël a estimé ». C'est à l'armée la plus morale du monde et à son gouvernement d'estimer qu'il a le droit d'exister ou non, même si c'est illégal, et que des innocents en paient le prix. Quelle honte, quelle dérive. J'ai une pensée pour ces électeurs qui doivent être écœurés par la trajectoire prise par leurs députés.
Pour terminer, place aux vidéos bonus. Shannon Seban et Sarah Saldman comme vous ne les avez jamais vus. On commence par Shannon Seban. Regardez. Vous regretterez dans quelques années, Monsieur Pro, et tous et toutes autour de ce plateau, d'avoir pu vous laisser accaparer en cédant aux sirènes du Rassemblement national. Tout ça pour moi n'est qu'une tartufferie. On ne cède à rien du tout, madame. Juste changer d'ennemi. Le musulman a remplacé le juif. Je ne suis pas dupe de cette stratégie de la part du Rassemblement national. Mais je peux comprendre ce que vous dites. Vous êtes minoritaire. Le musulman a remplacé le juif. Attendez, excusez-moi, je peux pas laisser passer cette phrase. Le musulman a remplacé le juif. C'est exactement les propos de la France insoumise. Pour expliquer qu'ils mettent une cible sur le dos de chaque citoyen, de chaque Français juif. Vous venez de reprendre une phrase de LFI. Et ça ne vous pose aucun problème. Mais attendez, moi, ce qui me pose aucun problème. Vous pensez vraiment que le musulman a remplacé le juif? Je sais qu'on ne saura pas. Vous pensez vraiment qu'il y a génocide, peut-être? Je vous pose des questions, répondez-moi. Mais de quoi quel rapport le génocide? génocide? C'est exactement. Vous dites que le musulman a remplacé le juif. Mais quel est le lien avec le génocide? Mais c'est exactement les phrases. Génocide. Mais le RN était en Israël l'autre jour. Le LFI, bien sûr, parce que LFI, c'est exactement ce qu'ils disent. Ils disent le musulman a remplacé le juif, le palestinien. Ils ont remplacé un bouc émissaire par un autre. Oui, c'est une réalité. Ils ont remplacé un bouc émissaire par un autre. Et c'est la même chose. C'est-à-dire que la situation, pardonnez-moi, je vais vous poser une question concrète. Est-ce que, oui ou non, la situation aujourd'hui des musulmans est exactement la même que ceux des juifs dans les années 30. Répondez-moi oui ou non. Vous êtes dans un amalgame et c'est pas du journalisme. Attendez, c'est vous qui venez de le faire. Ce n'est pas du journalisme. Ce que je dis, c'est qu'ils ont remplacé. En tout cas, vous avez en toute étude une leçon d'histoire à voir. Mais vraiment, pardonnez-moi. Merci de cet accueil si chaleureux. C'est toujours. Mais non. Ne faites pas mine de ne pas comprendre. Ne faites pas mine de ne pas comprendre. Vous êtes journaliste, j'imagine. C'est vous qui dites les choses, madame. Je ne vous comprends pas. Aujourd'hui, les Français juifs ont du mal à sortir dans la rue. Oui, enfin, ils ont une cible, d'accord. Vraiment, cette phrase qui dit aujourd'hui que les musulmans en France se trouvent dans la situation des juifs autrefois, vraiment, je ne comprends pas. Bon, écoutons. Pourquoi parle-t-il des années 30 ? À quel moment a-t-elle évoqué cette période ? Le RN était-il antisémite dans les années 30 ? Première nouvelle. Ce parti est né bien après, mais il porte en lui, depuis sa création, des idées clairement marquées. On se souvient tous des déclarations de Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, certains essaient de faire croire que le RN a changé, mais il suffit de gratter un peu pour que le vernis craque. Il n'y a qu'à se rappeler la polémique récente autour des groupes Facebook pour s'en convaincre. Et puis, franchement, les arguments sur ce plateau sont d'un niveau consternant. Tous les chroniqueurs vont dans le même sens. Et là, comme dans tout ça, silence radio. C'est incompréhensible, franchement. Quant à Shannon Seban, méfiez-vous. Soit elle est en pleine opération promo pour son livre, soit elle se place déjà en vue des prochaines élections. En tout cas, personnellement, je prends ces paroles avec beaucoup de recul et des pincettes. Mais ce n'est que mon avis. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le en commentaire. On termine avec cette séquence dans laquelle Sarah Saldman semble donner une petite leçon de réalité à Pascal Praud. Regardez bien. Parce que généralement, les gens n'ont pas envie de vivre des allocs. Sarah Saldman. Parce que là, vous dites ça comme si ça leur faisait plaisir. Moi, je pensais comme vous. Je sais que je vais encore en reparler. Mais avant le film avec François, je pensais comme vous. Et maintenant, j'ai compris que les gens, ça ne leur fait pas plaisir de vivre des allocs et qu'ils voudraient au contraire c'est pas vrai ce que vous dites. En fait, c'est pas vrai ce que vous dites. Et qu'est-ce que vous en savez ? Parce que moi, je vois des jeunes gens dans la restauration qui s'arrêtent et qui reviennent, qui s'arrêtent vous parlez et qui d'une minorité. Moi, je vous parle. Non, je vous dis. Ça ne leur fait pas plaisir de vivre des allocs. Je vous dis si, certains. Mais moi, je vous dis non. Bah oui, mais c'est pour ça qu'on parle, c'est parce qu'on n'est pas d'accord. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je vous ai déjà dit. Mais moi, je vous parle de la majorité. Je vous ai déjà dit, Sarah, avant 30 ans, plus de chômage. Mais ça veut rien dire de dire avant 30 ans plus de chômage. Ça veut dire que vous dites pourquoi 30 ans, pourquoi pas 35 ? Parce que tu es jeune avant 30 ans, c'est une mesure de bon sens. Non, c'est une mesure déjà qui est infaisable. Et en plus de ça, qui n'a pas de sens. Pourquoi avant 30 ans et pas avant 35 ? Mais je vous répète, parce que c'est pas la même chose. Justement, on est jeune, on a de l'énergie beaucoup plus, on est au tout départ de la vie professionnelle, il y a du job partout, partout. Il y a du job, et ceux
qui effectivement n'en prennent pas avant 30 ans, je parle, bah effectivement ils peuvent le un seuil arbitraire à 30 oui, ans et c'est arbitraire. Donc ça n'a pas de sens. Si, bah, c'est arbitraire. Mais c'est comme la retraite, c'est aussi arbitraire. Et puis la majorité, c'est arbitraire, 18 heures. Pourquoi est-ce qu'on ne peut conduire qu'à partir de 18 ans? Vous parlez de travaux extrêmement pénibles et vous dites ça, oui, ils ont qu'à faire ça. Non, avant 30 ans. Avant 30 ans. Aller travailler à l'usine, c'est quelque chose de pénible et il y a des gens qui souffrent de leurs conditions de travail. Mais c'est pas vrai ce que vous dites. Allez travailler à l'usine, vous verrez. Les gens, comment dire, vous avez un rapport de classe en disant que les gens qui travaillent à l'usine, ils souffrent. Non, chère madame, ils sont très fiers. Ce que vous dites, c'est horrible même. Non, c'est horrible, c'est un rapport de classe. Tout le monde n'est pas avocat. Il faut sortir de son plateau de télévision et voir que dans ils sont très fiers. Il y a des gens qui souffrent. Ils sont très fiers. Ils ont une appartenance parfois, croyez-moi, une appartenance de vouloir travailler. Et ce que vous dites, c'est un mépris. C'est faux. Allez travailler à l'usine de poissons, vous levez à 4 heures du matin, on verra s'il y a un sentiment d'appartenance. Non, c'est faux, c'est un métier alimentaire pour gagner 1 200 €. Franchement, on a là un bel exemple de déconnexion totale. Il ne sait même pas de quoi il parle. Mais observez l'aplomb avec lequel il débite ses absurdités. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, ce présentateur raconte n'importe quoi. Et il le sait, enfin j'espère. Mais bon, son émission a du succès. Alors ce qu'il pense compte visiblement beaucoup plus que la vérité. Il croit vraiment que des gens prennent plaisir à vivre du RSA ou du chômage. Il a une idée, lui, de combien ces gens touchent. Peut-on vivre décemment avec ça lorsqu'on est tout seul ou avec un enfant? Et là, il ose parler de mesures de bon sens en parlant d'une stigmatisation assumée avec une mesure probablement inconstitutionnelle. Et le sentiment d'appartenance, qu'il passe une semaine à l'usine et après on en reparle. Et puis, cette soi-disant analyse, pas un chiffre, pas un exemple, pas un fait solide, juste du ressenti, emballé dans les certitudes floues du très grand cerveau de Monsieur Pro, expert en tout. Impressionnant, non? Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que tu l'as trouvé utile, instructif ou au moins un peu éclairant. Et si c'est le cas, partage aussi ton propre éclairage. Dis-moi ce que t'en as pensé, ce qui t'a surpris, interpellé ou même carrément dérangé. Ouvre le débat. Je lis les commentaires et j'essaie de toujours prendre le temps d'y répondre. Après tout ce qu'on vient de voir, tu crois qu'on peut encore garder espoir ou on fonce les yeux fermés dans le mur? Franchement, la question mérite d'être posée. Like la vidéo, commente, pose ton mot, toujours dans le respect évidemment, c'est bon pour le référencement et surtout, ça fait vivre la chaîne. On se retrouve très vite, à bientôt dans le prochain épisode. Like la vidéo.